vous informer que ce webinaire est enregistré puisqu'on va pouvoir publier le replay sur la page YouTube de l'ARP. Donc j'imagine que toutes les personnes inscrites qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui pourront au moins le visionner ultérieurement. Bon, on est en tout petit comité, mais les micros sont quand même coupés, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous avez des questions en tête, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation via le chat. Et puis à la fin de l'intervention de Guillaume, on pourra ouvrir les micros et puis chacun pourra poser sa question si l'envie est présente. Et puis avant de poursuivre, juste je me présente rapidement. Donc Eva Zaccaro, je suis chargée de mission à l'ARP Normandie. Donc c'est l'association régionale de promotion de l'éco-construction. Et je suis particulièrement en charge du développement de la filière chanvre et de la filière terre crue. Et donc il faut savoir qu'en Normandie, on a la chance d'avoir un soutien financier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour mener des actions en faveur du chanvre, notamment sur le débouché bâtiment. Et donc, c'est un programme chanvre normand qu'on co-anime avec les chambres d'agriculture de Normandie. Et dans le cadre de ce programme chanvre normand, on a lancé en début d'année une série de webinaires qu'on a appelés les Midis du chanvre. Et l'objectif, c'est d'aborder tous les débouchés possibles avec la plante. Et donc, la Chambre d'agriculture avait mené un webinaire en mars sur la partie cultivée du chanvre technique. En avril, on avait eu l'intervention d'une architecte qui était venue nous parler de la prescription du chanvre, plutôt sur la partie conception-prescription. En mai dernier, la Chambre d'agriculture avait animé un webinaire sur le chanvre textile. Et donc là, en juillet, on a du coup la thématique construire, rénover, plutôt avec un témoignage d'une entreprise, d'un artisan, donc qui est Guillaume, ici présent. Bonjour. Et donc on terminera cette série de webinaires jusqu'en décembre. Et donc les replays seront à chaque fois disponibles soit sur les pages YouTube de l'ARP, soit sur le YouTube des chambres d'agriculture de Normandie. Donc aujourd'hui, pour ce 4e épisode, on a la chance d'avoir Guillaume avec nous. Donc avant de te céder la parole, Guillaume, je vais faire un rapide petit point contexte sur tout ce qu'on mène depuis 2021 sur le sujet du chanvre. Donc on organise des visites de bâtiments, on propose aussi des démonstrations sur chantier, alors soit en laine soufflée, soit en béton de chanvre projeté, banché. On organise aussi 1 à 2 sessions de formation pro-chanvre par an. Et puis, on intervient auprès des écoles d'ingénieurs, écoles d'architectes et auprès des CFA avec les apprentis maçons pour faire des initiations pédagogiques sur le chanvre. On réalise aussi des fiches de retour d'expérience sur des bâtiments démonstrateurs. Donc, en général, c'est plutôt des bâtiments avec une maîtrise d'ouvrage public. C'est histoire de montrer l'exemple, en fait, avec des réalisations soit en construction neuve, soit en rénovation qui nous semblent plutôt démonstrateurs. Toujours dans le cadre de la documentation, on a produit aussi un livret de la construction chanvre en Normandie qui permet de résumer un peu toute la chaîne, en fait, tous les maillons de la chaîne de la filière et on a complété ce livret avec un annuaire des points de vente parce qu'on nous demandait souvent où est-ce qu'on pouvait s'approvisionner en laine et en chêne-vote. Donc, on a fait un peu le tour de la Normandie pour identifier tous les points de vente possibles sur notre territoire. On a aussi réalisé avec la Chambre d'agriculture l'année dernière 2 vidéos. Alors, il y a une vidéo qui est plutôt à destination des agriculteurs pour les convaincre des bienfaits de cultiver du chanvre sur leur parcelle. Et puis nous, côté ARP, on a réalisé une vidéo plutôt à destination des entreprises pour se former en fait à la construction chanvre. Donc on est allé faire un tournage sur un chantier école en terre chanvre projetée. Et puis enfin, pour essayer de convaincre aussi la maîtrise d'ouvrage et d'avoir de plus en plus de demandes sur le sujet, on réalise une série de podcasts pour essayer de convaincre, d'avoir un peu plus d'arguments, en tout cas, sur la commande, pour avoir de plus en plus de chantiers qui voient le jour en Normandie.
Et enfin, pour finir, on a un outil sur notre site internet qu'on appelle la cartographie des acteurs de l'éco-construction. Et cette cartographie, elle consiste en fait à recenser les architectes, les ingénieurs, les artisans, les distributeurs d'écomatériaux sur la Normandie. Et en fait, on a un filtre qui permet directement de sélectionner les personnes qui s'intéressent particulièrement au chanvre, par exemple. Et donc, ça sert en fait à identifier les acteurs le plus proches du chantier pour faire du réseautage, de la mise en relation et faire en sorte que les chantiers puissent aboutir. Voilà un peu pour ce recontextualisation du programme Chambre Normand. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume qui nous fait le plaisir de présenter ce webinaire. Ça marche. À toi, Guillaume. Bien le bonjour à tout le monde. Effectivement, la caméra marche pas, mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, je suis en chantier depuis 2 semaines et avec les fortes chaleurs, j'ai un peu de retard. Je suis en Belgique et je suis pas, voilà, je suis pas très présentable, donc c'est très bien. Petit rappel, on va commencer déjà par un petit rappel de ce qu'est le chanvre et de la manière dont moi je le conçois. Donc c'est un matériau qui est agroéthique puisque c'est un matériau qui rémunère assez bien les agriculteurs et je suis moi-même agriculteur, paysan. C'est un matériau qui est agrologique, c'est une plante qui est agrologique puisque c'est une très bonne tête de rotation. Une plante qui ne demande que très peu d'intrants, donc pas beaucoup d'eau non plus, et dans le contexte actuel, c'est quand même intéressant. C'est une plante écologique à multiples valeurs. On y reviendra peut-être un petit peu après. C'est une plante qu'on peut trouver localement et qui pousse un petit peu partout en France. On a des terres qui sont adaptées vraiment partout sur le territoire. Et en plus, on a en Normandie une usine qui se charge de le transformer, donc c'est une très bonne chose. C'est un matériau qui est recyclable, c'est-à-dire que si on l'utilise en terre chanvre ou en chaux chanvre, voilà, c'est des murs que l'on peut recasser et refabriquer. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant en filière courte, parce qu'on peut on peut le refaire quasiment sur chantier, c'est-à-dire qu'on peut défaire un chantier et le refaire avec ce même matériau. Et surtout, voilà, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que c'est un matériau qui est très efficace d'un point de vue thermique et qui a de nombreuses propriétés pour le bâtiment, qu'il soit industriel ou particulier. Quelques petits mots pour illustrer tout ça. Donc, c'est le déphasage, l'effusivité, donc ça c'est des termes, voilà, je vais peut-être pas trop développer là-dessus parce que ça prendrait un petit peu de temps, puis je suis bavard. C'est une clim naturelle, ça résiste au feu, c'est très bien classé au feu, ça résiste aux rongeurs, c'est un matériau qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'il a un très bon confort d'été et un très bon confort d'hiver, qui est hygroscopique puisqu'il gère l'humidité dans les bâtiments et ça fait partie du ressenti de confort, gérer l'humidité. Le SD, voilà, le MU, tout ça, c'est des choses voilà, qu'il faut intégrer, je pense, maintenant dans dans la conception d'un bâtiment. On va casser le suspense tout de suite. Moi, je suis, voilà, l'isolation en BA13, celle qu'on pratique encore aujourd'hui massivement, ça a un prix qui est de l'ordre d'à peu près 100 euros par mètre carré. Donc ça peut être un peu plus selon la spécificité des chantiers ou un peu moins, voilà. Mais on est à peu près de cet ordre-là. Alors j'ai mis un petit émoticône pour donner le fond de ma pensée concernant la rénovation ou les matériaux mis en œuvre de ce type-là, donc dans le neuf ou même dans les bâtiments industriels, puisque ça se fait encore. Donc là, c'est un prix pour un R236 à peu près, hein, c'est ce qui est demandé. Et donc, si on le compare à donc du chanvre en chaud chanvre, on va donc voir tout à l'heure la différence qu'il y a entre du chanvre et des matériaux un peu caca, puisqu'il faut bien le dire quand même comme ça. Le pourquoi du comment. Donc, pourquoi je suis arrivé à cette activité-là?
Alors, moi, j'ai quatre activités principales, enfin, si on peut dire principales, j'en ai quatre. Et donc, le show chanvre prend de plus en plus de temps. La première de mes activités, c'est que bah, je suis père de famille. Donc, ça, ça occupe déjà pas mal. Père de trois enfants. Et donc, ma femme aussi est en activité pour une activité que je pratiquais auparavant, qui était la prestation de service pour fabriquer des jus de pommes pour les particuliers et les professionnels, mais le show change prenant tellement de place, elle a repris cette activité-là. Je suis exploitant agricole aussi, je suis paysan, donc ça m'occupe aussi et je fais pousser du chanvre que je ramène à la chanvrière de Barenton. J'en ai encore fait cette année. L'autre activité que je pratique de moins en moins, c'est la couverture, puisque en fait, j'ai un CAP couvreur, voilà, que j'ai commencé en couverture. L'autre pourquoi du comment, c'est bah, mon parcours, c'est-à-dire pourquoi j'en suis arrivé à faire cette activité-là, c'est tout simplement parce que d'une part, je suis né à Isigny-le-Batte, je suis fils de paysan. Et donc, je suis né dans une région qui historiquement construit en terre Alors, c'est du torchis, c'est de l'ossature bois, torchis. Et donc, moi, le fait d'habiter, enfin, d'avoir habité, parce que j'y ai pas passé toute ma jeunesse, mais en grande partie, j'ai gardé ces terrains-là que j'exploite aujourd'hui. Ça m'a aussi marqué de voir cet habitat paysan qui tenait avec du bois, de la terre et du foin ou de la paille, donc ce qu'on avait sous la main, c'est le cas de le dire. Donc j'ai toujours gardé en tête cette petite notion de construction. L'autre chose qui fait que je suis amoureux de ça, c'est parce que je suis amoureux de mon pays et donc du coup on voit ce bâti se déliter un petit peu et pourtant c'est un bâti de grande qualité qui est pas cher, qui est local, qui est pensé et très bien fait et qui est durable puisque voilà, il y a des bâtiments qui ont plus de 150 ans et qui sont toujours debout. Donc moi j'ai fait des études agricoles dans un premier temps parce que ma première passion reste l'agriculture. J'ai essayé de m'installer en cidriculture. Ça n'a pas fonctionné malheureusement enfin j'ai fait deux tentatives qui ont été avortées. J'ai fait 10 ans d'intérim dans divers métiers, ce qui m'aide aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai fait à la fois de la maçonnerie, du TP, j'ai travaillé dans plusieurs grosses entreprises comme ça. Donc j'ai gardé ça un petit peu sous le coude et ça me sert aujourd'hui. J'ai passé mon CAP de couverture suite au fait que n'ayant pas pu m'installer en agricole, enfin en cidriculture, donc j'ai un voisin couvreur qui me regardait ramasser les pommes par tous les temps et monter dans les arbres pour les secouer. Donc il est venu me chercher en disant tiens j'ai besoin de quelqu'un. Donc bah du coup je me suis mis à être couvreur. Enfin j'ai commencé comme arpette, hein, comme mousse. Et puis petit à petit, voilà, j'ai appris la couverture, j'ai valorisé cette expérience-là pour en faire un CAP et pour m'installer. Donc je me suis installé en auto-entreprise en 2011, tout seul, avec du petit matériel, voilà, la voiture de la famille, avec pas grand-chose. J'ai travaillé quelques années comme ça. On a acheté une maison et cette maison étant très très grande, on en a investi une petite partie avec des matériaux, on va dire, conventionnels, donc BA13 et, euh, et Placo. Et j'en avais, donc j'ai 520 mètres carrés à restaurer sur un ancien moulin. Et donc on avait mis de côté pour acheter une voiture et dans ce même temps, j'ai trouvé une machine pour projeter du chanvre. Donc, on a mis les sous qui devaient aller dans la voiture, dans la machine à projeter le chanvre, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé donc avec une projeteuse à la maison. Donc moi j'ai pratiqué la maçonnerie traditionnelle, mais j'ai pas beaucoup pratiqué le chanvre, j'ai plutôt pratiqué le torchis un petit peu, donc la terre, la paille, le foin, donc c'était quelque chose qui me bottait vraiment bien. Et en fait, donc la machine dormant au garage, j'ai quelques maçons avec qui j'avais gardé contact qui m'ont appelé pour en faire.
Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, j'ai acheté la machine en 2017, ma première machine. Et on a commencé donc à faire des petits chantiers. Alors, moi, j'ai commencé à faire vraiment des tout petits chantiers en disant, voilà, je viens sur chantier avec toi, je ne te fais rien payer, ni la main-d'œuvre, ni la machine, ni rien du tout. Et donc, j'ai appris à me servir de cette machine-là, ce qui a été un long apprentissage, parce que c'est des réglages, c'est un petit peu technique. Mais une fois que ça fonctionne, c'est quand même vraiment magnifique, quoi. On peut faire du volume sans trop se fatiguer, sans trop forcer. On peut faire des choses vraiment extraordinaires. Et donc, de fil en aiguille, j'ai continué comme ça à faire des chantiers à droite à gauche, en plus de l'activité couverture. Et à un moment, je me suis dit, je me suis lancé dans le combat. On m'a proposé de faire un chantier de 90 mètres cubes, 350 mètres carrés de projection à faire, et on m'a demandé une finition placo. Voilà, donc c'était un petit peu la chose rigolote, c'est qu'on m'a demandé de faire un chaud-chambre imitation placo. Donc c'était un très beau challenge qui est encore visible à l'heure actuelle, puisque c'est une entreprise qui accueille du public, qui se trouve à Saint-Rémy-du-Plain, chez Prioul Metal Service. Voilà. Et suite à ce chantier, j'ai tout fait tout seul. Donc c'était à peu près 3 mois de chantier. Donc j'ai fait toute la projection. Donc j'ai mis 60 centimètres des fois d'isolant dans certains murs. Alors c'était pas pour isoler à proprement parler, mais il y avait des fois des rattrapages techniques à faire. Donc on a réussi à projeter 60 centimètres en un seul passage. Ça c'est pour donner une idée un peu de ce que la machine peut faire. 60 centimètres d'épée. Sauf que au terme de ce chantier, j'ai été presque 6 mois avec une incapacité de travail puisque mon poignet était inopérant. Voilà, donc j'ai été un petit peu marqué par ça. Et ça m'a amené. Donc en fait, je pouvais même plus serrer une éponge, hein. C'est pour dire à quel point. Donc je travaillais beaucoup et pour finir le chantier dans les temps. Et le faire tout seul, c'était une bêtise, mais bon, il faut le faire pour le comprendre. Donc voilà. J'ai eu 6 mois. J'étais à 2 doigts de passer sur le billard parce que je sentais plus trop mes doigts. J'arrivais plus à serrer une éponge. Et donc, m'est venue l'idée de dire, voilà, je ne veux pas de salarié, puisque en auto-entreprise, c'était compliqué d'avoir un salarié. Donc, je me suis orienté vers le chantier participatif, parce que déjà fait quelques-uns précédemment dans mes expériences professionnelles et sociales aussi, puisque faire un chantier participatif, c'est aussi une expérience de sociabilisation et de partage. Donc, je me suis lancé là-dedans. Donc, j'ai commencé, pareil, en bouche à oreille, hein, les voisins, de proche en proche, les professionnels aussi, de temps en temps. J'en fais pas beaucoup. Et voilà comment je suis arrivé à faire ça. Donc, aujourd'hui, je suis passé en entreprise. Donc, je suis passé à la SAS. Je suis prestataire à 100%, c'est-à-dire que je ne fournis, alors j'en fais peut-être un petit chantier clé en main, mais la plupart du temps, je suis prestataire, c'est-à-dire que je loue une machine, je loue mes bras, je loue mes compétences, mon savoir-faire sur des chantiers voilà, de toute taille, professionnels, particuliers, en terre, en chaux, en miscanthus aussi, ça m'est arrivé. Mais là, on va plutôt rester focalisé sur le champ. Mais voilà, moi, j'aimais bien découvrir, donc, et ça tombait très bien parce que c'est un petit peu ce qui transparaît là-dedans. C'est souvent la découverte. On découvre des gens, on découvre des chantiers. Euh, donc ma clientèle, c'est 90% de particuliers. Je fais des artisans de temps en temps, mais pour l'instant, voilà, je cours pas après ça. Je vais en faire de plus en plus, je pense, parce que même en me préservant, je commence à avoir quand même des troubles musculo-squelettiques, comme on dit aujourd'hui, terme à la mode. Donc il va falloir que je fasse des journées plus courtes et moins intense, donc faire appel à de la main-d'œuvre professionnelle. Et donc, on va sûrement faire en sorte de faire plus de chantiers avec des professionnels. Jusqu'ici, et encore à l'heure actuelle, je ne marge pas sur les matériaux que les clients m'achètent. Ils l'achètent directement chez mes fournisseurs.
ou en passant par moi si des fois on est un petit peu pris par le temps et on ne peut pas faire autrement, mais je ne marge pas sur les matériaux pour la bonne et simple raison, c'est que moi l'objectif c'est de développer la filière chanvre, donc de le rendre accessible au plus grand nombre et donc de faire du volume, et plus on fait de volume, plus on peut négocier les prix, plus on peut négocier les prix, plus on va pouvoir en faire, enfin voilà, on essaie de créer un cercle vertueux autour de ça. Euh, donc là, j'ai mis un petit peu le volume que j'avais fait. Donc ça, c'est des chiffres de 2024, 110 mètres cubes. Ça, c'était avant que je ne sois en société, puisque j'étais bridé par le chiffre d'affaires étant en auto-entreprise. Depuis 2024, je suis passé en SAS. Donc le chiffre d'affaires aujourd'hui va tourner, je pense, aux alentours de 80 000 euros, uniquement en prestation. Alors, je vends un petit peu de matériaux de temps en temps, mais c'est assez rare. Et je préfère que les clients s'approvisionnent par eux-mêmes. Tout simplement parce qu'au moins, voilà, ils savent ce qu'ils achètent, ils ont la traçabilité, ils ont les factures, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, c'est très clair, très net pour eux. Et ça fait partie de mes objectifs, c'est de faire des choses qui soient les plus transparentes possibles. Je n'ai pas de salarié parce que je n'ai pas d'horaire. Je travaille avec les clients. Donc, tant que le client a la force de tenir une truelle ou une taloche, eh ben, je pousse, voilà, je le suis. Donc on en reparlera tout à l'heure. Le chantier participatif, c'est une aventure aussi et c'est beaucoup d'adaptation. Mais voilà, le salarié a des horaires, il y a des normes de sécurité à respecter, il y a tout un tas de choses qui sont incompatibles avec l'emploi d'un salarié dans le cadre de mon activité. Et je parle bien pour mon activité personnelle, dans ce que je fais au quotidien. Les perspectives pour 2025-2026, donc comme je le disais, je pense que je vais doubler, je vais être de l'ordre de 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc à peu près, je pense, 200 mètres cubes ou plus, ça va dépendre des opportunités, mais l'idée, c'est de pas en faire de trop non plus, parce que bah, c'est un travail qui est très physique, voilà, qui prend du temps, du déplacement, et j'ai une famille quand même, donc voilà, on va plutôt s'orienter plus tard, comme je le disais, vers du client professionnel, vers de la formation rémunérée, parce que pour l'instant, je fais de la formation tous les jours avec les participants de mes chantiers, mais je ne me rémunère pas sur la formation que je distribue. Donc, pour l'instant, on en est là. Le projet, donc comme je le disais, ce sera de développer la terre, parce que pour l'instant, on parle beaucoup de chaux-chanvre. La terre commence à prendre de l'ampleur. Pourquoi la terre? Parce que c'est un produit qui va nous permettre d'être beaucoup plus confort sur le chantier. Donc là, comme je vous disais, c'est bien que vous ne me voyez pas parce que j'ai un œil qui est complètement explosé. J'ai pris une bonne boulette de chaux grasse qui est la plus irritante et la plus véloce. Et donc du coup, là, je suis un peu défait. Euh, la terre, c'est un produit voilà, qui est magnifique à de multiples endroits, donc on va développer ça. Réduire l'énergie grise, réduire l'emballage, donc ça c'est toujours dans la même idée, voilà, d'avoir un habitat qui soit écologique, qui soit réfléchi, qui soit peu impactant le moins possible. Alors je parle pas encore enfin j'en suis pas à de l'habitat provisoire ou de l'habitat démontable, je sais plus, j'ai plus le terme exact en tête, mais j'en suis pas encore là, mais ce sera peut-être des pistes à travailler pour plus tard selon l'évolution de la législation. Je souhaiterais aussi former et développer des artisans, toujours dans la même idée, en fait, c'est de faire avancer la filière, hein, faire en sorte qu'on développe ça parce que ça fonctionne, parce que voilà, voilà, c'est génial en fait. C'est juste le terme qui convient. C'est le matériau qui va bien. Et former aussi et développer bah, l'agriculture, la paysannerie autour de cette production-là, parce que c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'a priori sur la graine de chanvre. Alors, ça peut être des a priori législatifs et des barrières législatives liées au fait que voilà, cannabis sativa, hein, ça porte son nom, c'est quand même une plante qui peut être psychotrope, même si là, c'est des filières qui sont très cadrées, très, très entourées, très normées.
Mais, euh, mais il faut quand même pouvoir développer ça, parce que les agriculteurs en vivent, c'est un très beau, c'est une belle plante qui fonctionne très très bien dans des rotations. C'est une très bonne tête de rotation. Et donc, graines de maison, tout simplement parce que bah, vraiment, si je le peux, si j'en ai la possibilité et la force, ce serait de pouvoir proposer de la graine à la maison, c'est-à-dire planter mon chanvre, le faire transformer chez AgroChanvre et fabriquer une maison avec la terre d'Isigny, le chanvre d'Isigny, voilà, faire une belle maison à terme. J'espère pouvoir faire ça un jour. Donc, un chantier de chanvre. Je parlais du placo tout à l'heure. Là, je vais vous donner voilà, des tarifs propres à mon activité, puisque on est toujours bien dans le cadre d'une activité de prestation. C'est-à-dire que je suis vraiment là dans l'idée de vous donner des prix qui correspondent à ce que moi je fais. Voilà. Euh, donc pour un chantier de 125 mètres carrés que j'avais fait à Ducé, alors c'est un chantier assez efficace puisque c'était la troisième phase du chantier. Donc les clients en étaient à peu près à leur 10e jour, je pense. C'était une très grosse maison qu'on a fait en trois phases. Ça devait être le 8e ou 10e jour euh, chantier achevé. Donc, ça me permet de vous donner un petit peu d'idée de l'efficacité et du prix que ça peut avoir. Donc, on avait mis 16 centimètres d'isolant, donc un béton de chanvre traditionnel et 2 centimètres de finition. J'enlève les déplacements parce que bah, le déplacement va fortement impacter le coût général du chantier. Si c'est un chantier dans le bas de la France ou dans le milieu de la France, forcément, ça peut aller très très vite en termes de frais de déplacement. Donc pour la prestation, donc entre dans le coût de la prestation, donc ici on a 2,35 €. Je parle en TTC puisque moi c'est des clients essentiellement particuliers qui m'emploient. La prestation, donc c'est louer mes bras, enfin ma force de travail et les outils. Donc on est à 2,35 € TTC par centimètre et par mètre carré. C'est-à-dire que si par exemple on veut 10 centimètres d'enduit isolant, on va compter avec la finition, on va compter donc 2,35 € fois 10 par mètre carré. Donc on va grosso modo être à 23,50 € du mètre carré pour 10 centimètres de prestation. Les matériaux, alors là je parle, il y a deux, on peut faire un petit distinguo entre des matériaux spécifiquement étudiés et très industriels, voilà, qui permettent des fois des rendements de chantier un peu plus importants, mais qui sont aussi plus chers. Donc on est à 4,15 € toujours par mètre carré et par centimètre d'épaisseur. Et on peut aussi travailler, ça je le fais de plus en plus, avec des matériaux bruts. Donc, par exemple, une NHL2 pour faire la partie isolation, donc une chaux NHL2 et un chanvre local de Barenton, par exemple, et une CL90 pour faire la finition, parce que moi je propose les deux, je propose l'isolation et la finition, je ne fais pas que l'isolation. Et donc là, on est à 2 euros. Donc on est presque deux fois moins cher en utilisant des matériaux bruts ou naturels ou non transformés, on va dire, euh, que des matériaux hyper techniques comme les matériaux de chez Tradical, de chez Saint-Astier, de chez Socli. Enfin voilà. Je ne vais pas tous les citer, je ne veux pas faire de jaloux non plus, mais Lafarge, enfin, il y a tout un tas de fournisseurs possibles. La clientèle, alors moi j'ai, comme je vous le disais, essentiellement des particuliers qui m'appellent bouche à oreille, parce que je ne suis pas trop référencé, si ce n'est maintenant sur le site de l'ARP, mais je ne suis pas référencé ailleurs, je n'ai pas de site internet, voilà, c'est souvent voilà, c'est quasiment exclusivement du bouche à oreille. Donc, ce qui intéresse essentiellement les clients alors là, je les ai classés un petit peu par ordre d'importance ou de réseau ou de raison. C'est l'économie d'abord, parce que bah, comme je vous le disais, voilà, un BA13 avec de la laine de verre ou de la laine de roche, de la peinture, glycéro, enfin, cacaboudin, on est à 100 € du mètre carré. Si on veut avoir à peu près les mêmes performances, si on peut parler de performance, parce que c'est vrai que si on se contente du R,
c'est un peu limitatif parce que le chanvre a bien des attraits. Donc, on est à 100 euros pour un BA13, on va dire, et à 60 euros pour la même performance avec un chaud chanvre en chantier participatif, hein. On reste toujours dans l'idée du chantier participatif, avec mes services et du personnel autour, des gens qui viennent aider. L'autre attrait important, c'est la rapidité. Sur un chantier, on va dire facile, ouvert, avec du personnel volontaire, compétent, voilà, sur des journées pas trop chaudes ni trop froides d'ailleurs. Mais on peut aller voilà, de l'ordre de 1 mètre cubeur, donc grosso modo un chantier de... Là, je suis en train de finaliser un chantier de 250 mètres carrés sur 10 centimètres. On a mis en tout et pour tout, donc on est arrivé mardi. Et je dois finir ce soir, parce que ce soir, sinon je ne pourrai pas partir ce week-end, parce que sinon je vais être bloqué par la fête du village. Donc voilà, là on a fait 250 mètres carrés à 4 personnes, 10 centimètres, finition comprise, pour une maison de ville, parce que là on était dans une maison de ville. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu de la rapidité du chantier, s'il faut tout faire en isolation, BA13, etc., ou enfin peu importe. La machine permet ça puisqu'on peut faire du frais sur frais, c'est-à-dire qu'on peut projeter l'enduit d'isolation et directement derrière faire la finition. C'est une des spécificités de la machine aussi, de la projection mécanisée, c'est l'efficacité et la rapidité. Un autre critère, bien sûr, c'est l'efficacité et le confort thermique qu'apporte le chaud-chambre. Ça peut être le délai aussi. Le délai, des fois, on m'appelle en urgence. C'est-à-dire que les gens commencent par faire par eux-mêmes. Ils prennent une bétonnière, ils mettent de la chaux, du chanvre, et puis en fait, ils se rendent compte que la chaux, ça brûle, que c'est long. Et donc, du coup, on m'appelle en pompier parce que madame est enceinte ou parce que l'hiver arrive et qu'on n'avait pas prévu que ce serait si long. Ou des fois, des artisans aussi qui sont un peu pris au dépourvu parce qu'il leur manque un gars ou il leur manque des gars. D'habitude, ils étaient à 4-5 et puis là, ils en ont plus que deux. Donc, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit fait avant telle date, sinon il y a des pénalités. Donc le délai peut être, parce que moi j'ai pas vraiment de planning, je m'adapte. Voilà. Les éco-constructeurs ont la spécificité d'être très optimistes sur les délais de réalisation. Et donc du coup, des fois ils m'appellent alors qu'ils n'ont pas signé la maison. Ils disent bon bah dans 6 mois vous venez. Et tout. Mais bon, des fois je les entends pas avant 2 ans ou 3 ans. Ça arrive. Donc le délai peut être important. Le délai de séchage aussi est un facteur important parce qu'on raisonne souvent le chaud-chanvre ou le terre-chanvre comme des matériaux super longs à sécher, super humides, etc. La projection mécanisée nous permet de réduire drastiquement la quantité d'eau dans le mur pour une efficacité bien meilleure que l'application manuelle. Et donc, on va dire que dans des conditions d'été raisonnables, un chaud chanvre sur 15-16 centimètres en 3 semaines, tout est sec, on peut poser les meubles. Voilà. Même plus court des fois si on met moins épais ou si on choisit des matériaux qui demandent encore moins d'eau, des chauds qui demandent un petit peu moins d'hydratation. Donc, le terre-chanvre est un petit peu plus long, mais en chaud chanvre, ça va assez vite quand même. Donc oui, pour en revenir au séchage, oui, c'est ça qu'il faut dire aussi. Voilà, si vous faites 125 mètres carrés de chaud chambre projeté mécanique, en admettant, en comptant euh, les, les, les 5 jours de travaux et les 3 semaines de séchage, grosso modo, on arrive à 4 semaines. 4 semaines de travaux dans une maison, voilà, pour faire toute l'isolation, la finition. Donc c'est comme si on considérait qu'on faisait l'isolation, le placo, le raillage, les bandes, la peinture. En fait, c'est relativement court. Donc c'est souvent une idée reçue de se dire que le chaud-chanvre, c'est long, etc. Non. Comparé à d'autres matériaux, je pense pas qu'on soit beaucoup plus long. La notion d'effort aussi, donc comme je le disais, j'ai beaucoup de clients, enfin j'ai quelques clients, beaucoup non, mais quelques clients qui essayent par eux-mêmes de le faire à la main. Et puis en fait, quand ils regardent tout ce qu'il y a à faire, le temps que ça prend, etc., de faire ça en bétonnière, le transport, là, c'est les tuyaux qui amènent tout directement sur le mur. Enfin voilà, l'effort est une part aussi importante de la décision des clients pour faire tel ou tel enduit ou isolation. Et puis il y a tout un tas d'autres raisons qui sont aussi la découverte, l'envie d'avoir un matériau extraordinaire, l'envie de faire un chantier partagé. Enfin voilà, il y a tout un tas d'autres raisons qui peuvent amener la clientèle à m'appeler.
Donc la prestation, alors le choix du client, je ne choisis pas le client, c'est souvent le client qui me choisit. Il faut qu'il m'appelle au moins une ou deux fois, voire plus, parce que voilà, étant occupé et je rappelle pas systématiquement les clients, j'ai déjà beaucoup de travail, donc je fais un petit peu mon premier tri comme ça, les clients les plus motivés. Ensuite, donc on va établir, une fois que le client m'a appelé, qui m'a dit à peu près ce qu'il veut, on va établir un devis. Donc ça, je laisse au client le soin de gérer son chantier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache où il va. Moi, je suis prestataire, je suis pas là, enfin, je conseille et tout, c'est pas la question, mais je suis là d'abord et avant tout pour lui apporter une solution. Donc, il faut qu'il sache aussi ce qu'ils veulent. Donc le devis, pour moi, il suffit qu'il m'envoie le nombre de mètres carrés qu'il a à faire et l'épaisseur moyenne qu'il souhaite. Et ça l'oblige quelque part aussi à se renseigner. Quelle épaisseur, quel mur, qu'est-ce que ça va donner pour tel ou tel résultat? Est-ce que je veux quelque chose d'isolant? Est-ce que je veux quelque chose de perspirant? Est-ce que je veux quelque chose de déphasé, de déphasant? Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'il intègre. Et une fois qu'il a mis le nez sur ces murs, qu'il a pris les codes, qu'il a pris les mesures, on va commencer à faire un devis. Et après signature de devis, c'est là qu'on va commencer à préparer le chantier. Donc préparer la prestation. On va choisir voilà, les matériaux, ce qu'il souhaite en fait, puisque c'est aussi, voilà, lui il va me dire, bah, moi je veux une finition plutôt lisse ou une finition contemporaine, une finition rustique. Donc on va choisir les matériaux en fonction aussi du budget, puisque c'est important aussi d'avoir le budget du client. Donc on va pouvoir choisir, comme je vous disais, soit des matériaux très, très techniques et plus chers, ou des matériaux plus rustiques, mais qui vont demander un petit peu plus de travail, un petit peu plus de sueur pour les mettre en œuvre. Donc ça, c'est des choix que va faire le client. Pour la préparation de chantier, j'envoie une fiche préconisation qui fait à peu près 3 pages. Donc c'est un peu barbant à lire, mais ça permet aussi au chantier d'être bien préparé, puisque j'y demande voilà, quelle puissance électrique il me faut, quelle préparation, quel masquage, quels outils, quels EPI, voilà. Il y a tout un tas de... Alors, je pourrais la transmettre éventuellement en pièce jointe si ça intéresse des artisans. Je la partagerai avec plaisir. Donc, une fois qu'on a, voilà, que le client a lu cette fiche-là, il va pouvoir commencer à préparer, à demander à son électricien de rehausser le compteur s'il y a besoin, à faire tout ce qu'il faut pour que ma venue soit la plus efficace et la plus performante possible, parce qu'il faut quand même que je sois performant. C'est pas un gros mot, il faut qu'on soit là pour enfiler les mètres cubes et enfiler des surfaces. Donc, il faut que ça se soit bien préparé. La formation du client, donc soit le client est pas très très loin, et quand je dis pas très très loin, c'est on va dire moins d'1 heure de route, et je peux aller le voir pour me rendre compte in situ et voir un petit peu avec lui ce qu'il y a à faire, mais c'est pas obligatoire. Euh, je suis là pour m'adapter aussi, donc jusqu'ici, même sur des chantiers que j'avais jamais vus, on arrive toujours à aller au bout. Donc, on va former à la fois le client et aussi, après, on va former les participants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera sur chantier, que les machines seront démarrées, il va falloir former les gens pour que le chantier aille à son terme. Et quand je dis aille à son terme, c'est pas anodin parce que c'est des fois des chantiers, enfin, c'est souvent des chantiers assez durs physiquement. Non pas que ce soit, il faille soulever des charges, etc., mais c'est des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Les gens, des fois, n'ont même pas touché une truelle de leur vie ou une taloche. Donc, il faut quand même les former un minimum, savoir ce qu'il y a à faire. Et là, voilà, c'est des gestes, des pratiques, des postures. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi d'ergonomie. Il faut que les clients fassent toute la durée du chantier. Et ça m'est arrivé d'avoir les pompiers sur des chantiers parce que les gens soit ne respectaient pas certaines préconisations, soit ne s'écoutaient pas. Et c'est souvent la cause de problèmes, c'est que les gens ne s'écoutent pas forcément, c'est-à-dire qu'ils veulent aller au bout de leur chantier, comme on dit, c'est les nerfs qui les mènent des fois. Et quand les nerfs lâchent, ça peut créer quelques soucis. Et moi, mon idée, c'est quand même d'emmener le client jusqu'au bout, de faire en sorte qu'il puisse travailler sur son chantier jusqu'à la fin et qu'il en soit content. Voilà. Faut pas que ce soit une expérience désagréable.
Une prestation. Oui, donc on peut passer. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, concernant les machines, j'utilise pour ma part des petites machines. Grosses ou petites, pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait, il y a tout un il y a tout un panel de machines différentes pour faire ce genre de travail. Donc les machines de projection, il faut les adapter en fonction de la taille de l'entreprise et aussi de ce qu'on veut en faire. Moi, j'ai choisi des petites. Enfin, ma première machine, je l'ai pas choisie parce que j'ai vu qu'elle était à vendre. J'avais l'argent, je l'ai acheté. Mais je suis resté sur cette configuration de machines qui sont trois petites machines et qui pèsent moins de 100 kilos chacune, qui sont facilement déplaçables et sont sur roues. C'est comme des petites brouettes. Donc, il y a une machine qui s'occupe de gérer et de faire le lait chaud. Il y a une machine qui s'occupe de faire, d'approvisionner en chaîne vote et le mélange se fait au mur. Alors, si on a le temps tout à l'heure, je vous montrerai une photo parce que je l'avais incluse dans le, dans les slides, mais elle ne passait pas à l'écran. Donc, je vous montrerai. Donc, mais c'est une Mix Pro 14, si vous voulez les termes. Donc, on a une Mix Pro 14 pour la machine à chaud, une Turbisol 164 pour la machine à chambre, un compresseur pour vaporiser tout ça, faire des fines gouttelettes et enrober les particules. Et on a surtout une lance donc qui va marier ces trois tuyaux et faire en sorte que le mélange se fasse au mur. C'est-à-dire qu'on a un lait chaud qui arrive par un tuyau. Donc on a un autre gros tuyau par lequel arrive le chanvre. Et en fait, ces deux tuyaux-là vont se rejoindre jusqu'à ce que le compresseur fasse des fines gouttelettes de ce lait chaud pour que, entre le moment où ça sort de la lance et le moment où ça arrive au mur, la fibre de chêne s'enrobe et vienne se coller contre le mur avec l'enrobage de chaud qu'elle a subi en bout de lance. Voilà. C'est à peu près le même principe sur toutes les machines, mais le mode de malaxage et le mode de transport des matériaux est parfois différent. Mais moi, j'utilise ces machines-là parce que je peux aller aussi bien en ville. C'est des machines qui sont facilement déplaçables, qu'on rentre dans des immeubles. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette machine-là. Elle n'a pas un débit énorme. Donc, le débit de chantier, c'est souvent ce qu'on recherche en premier lieu. Et c'est souvent, les chefs d'entreprise, c'est souvent le débit qui est important. Mais alors moi, j'ai une machine en débit de chantier qui fait de l'ordre de 1 mètre cube à l'heure en moyenne. Quand je dis 1 mètre cube, c'est pas en fonctionnement, c'est 1 mètre cube, c'est le temps le temps de projection ramené à mon temps de travail. La machine ne tourne pas forcément tout le temps, puisque des fois on déplace le laser, on a des grattages, des choses à faire, mais on travaille à peu près à 1 mètre cube par heure à deux personnes. C'est-à-dire qu'on a une personne qui approvisionne les machines et une personne qui projette, et on tourne à 1 mètre cube à l'heure. Sur ce mètre cube projeté au mur, on va avoir un taux de rebond, c'est-à-dire qu'une partie de la matière ne va pas coller au mur, elle va tomber au sol. On a un taux de rebond de l'ordre de 3%. Et moi, ça me va très bien parce que je suis un peu feignant et j'ai pas envie de prendre la pelle pour récupérer la moitié de ce qui a été projeté au mur. Donc, on utilise un laser qui nous permet de ne pas faire de surépaisseur, de travailler directement avec la bonne cote. Et voilà, et ça nous permet de travailler à deux personnes sans se fatiguer, avoir à reprendre les matériaux qui sont au sol, les retrier, les repasser en machine, etc. Je ne repasse jamais des matériaux en machine. Et on arrive à peu près à 3% de perte pour cette machine-là, celle que j'ai. Bon, après, c'est une question de réglage, c'est une question aussi de matériaux, et ça, on va y revenir peut-être un petit peu tout à l'heure, si on a encore un petit peu de temps, parce que je vois que je suis bavard. Donc l'accessibilité, comme je le disais, donc là c'est les petites machines, on peut aller un petit peu partout. La puissance aussi, moi je travaille avec des machines en 220 volts, donc j'ai pas besoin de grosses puissances électriques pour les faire fonctionner, même s'il me faut minimum 9 kW au compteur. Mais l'encombrement et tout ça, enfin tout ça c'est un tout, mais il faut qu'on puisse travailler chez des particuliers puisque c'est le cœur de mon activité. Donc les particuliers en général que le 220, ils n'ont pas le triphasé, ils n'ont pas le 380. L'encombrement, donc je disais, c'est des machines qui peuvent aller un petit peu partout, qui montent dans une remorque. Moi j'ai une grosse remorque maintenant, même un camion depuis récemment, mais on peut les transporter assez facilement à une personne. On peut les déplacer, on peut les monter dans le camion, les descendre. Ça prend pas beaucoup de place.
La réparabilité et le SAV, ça c'est aussi important puisque on a des chantiers des fois éloignés et il faut que ce soit, si on a une casse, etc., que ce soit assez facilement réparable. Moi, j'ai toujours quasiment toutes les pièces en double, que ce soit vite réparable et que si jamais on peut pas le réparer, le SAV soit performant pour qu'on n'immobilise pas un chantier et qu'on n'ait pas des fois des chantiers qui, parce que les clients souvent posent des vacances ou des congés, ils appellent du monde. Ils appellent des voisins, de la famille, des amis qui eux-mêmes posent des congés. Et donc, du coup, bah, si on n'est pas, voilà, si on n'a pas une machine en parfait ordre de marche, pardon, et ben, ça peut vite prendre du retard et c'est pas l'idée, quoi. Il faut que le chantier aille à son terme. Le choix des matériaux. Alors, est-ce que c'est un choix, dans mon cas, assez rarement? J'ai pas le choix des matériaux, c'est-à-dire que je propose aux clients les différentes alternatives, soit en termes de prix, soit en termes de d'œuvrabilité du matériau. C'est-à-dire, on a des matériaux bruts, par excellence la terre. Si c'est de la terre prélevée dans le jardin qu'il faut retamiser, etc., ou si c'est de la terre déjà préfaite, ou si c'est de la chaux directement en sac, voilà. Mais souvent, les clients vont choisir les matériaux d'eux-mêmes, par eux-mêmes, même si je leur donne voilà, toutes les options possibles. Et souvent, ce qui détermine le choix des matériaux, c'est le prix. Et comme on le sait tous, le prix n'est pas forcément, voilà, quand on prend un matériau pas cher, et ben, il faut transpirer un petit peu plus pour réussir à le mettre au mur et avoir un beau résultat, que ce soit de la terre ou de la chaux ou de la chaîne vote. Voilà, plus le matériau est économique, moins il est technique, moins il est normé, moins il est affiné. Donc on a ce travail à faire par soi-même et par les participants. Donc c'est sûr que quand j'ai voilà, des retraités qui me demandent de faire un chantier, je vais plutôt prendre des matériaux techniques faciles à mettre en œuvre. Quand c'est des jeunes qui ont envie de mordre dedans, qui ont envie de taper dedans et qui veulent un chantier vraiment pas cher, là on va aller travailler des matériaux beaucoup plus bruts, donc des chaux naturels, des chanvres pas normés des fois, des chanvres vraiment agricoles, ce qu'ils trouvent. Donc le choix des matériaux va aussi se faire pour ma part en fonction des fournisseurs locaux, c'est-à-dire que moi je travaille pas exclusivement avec un fournisseur, je travaille généralement avec le fournisseur le plus proche, donc ça peut être Gédimat, ça peut être Guillou, ça peut être voilà, même parfois on a des bricocaches, j'ai des chaux qui viennent de chez Bricocache. Voilà. Bon, c'est pour celles qui me font le plus rigoler, mais on travaille avec ce qu'on a, avec ce que le client nous propose ou ce que le client souhaite prendre. Le choix des matériaux et des fournisseurs peut être aussi voilà, déterminé par la praticité. Si on a un fournisseur de matériaux qui vous dépote ça au milieu de la cour, il faut tout reprendre à la main pour le rentrer 100 mètres plus loin parce qu'il ne peut pas y aller en camion, etc., ou il n'a pas de grue. Le sac ou le vrac, ça fait partie aussi des choses importantes. Le faire en sac, c'est très rapide. Le faire en vrac, ça demande de le reprendre à la pelle, de le trier, de le tamiser. On a un petit peu plus de boulot. L'origine géographique des matériaux, ça c'est intéressant aussi parce que quand on a des clients qui sont très à cheval sur le géosourcé et le local. La qualité des matériaux est hyper importante parce que d'un matériau à l'autre, on peut facilement perdre une journée sur un matériau qui a été mal stocké ou qui a été stocké dans de mauvaises conditions. Donc la chaux va durcir, va mal passer dans la machine, etc. Et enfin, le choix des matériaux va dépendre de la finalité de ceux-ci, c'est-à-dire est-ce que le client veut quelque chose voilà, de très contemporain ou de très rustique ou quelque chose qui aille vite. Est-ce qu'il veut aller très très vite, payer le moins de temps possible? Donc en fonction de ça, on va essayer de choisir, mais voilà, quand c'est possible, quand on peut choisir les matériaux, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi, l'objectif de tous mes chantiers, c'est de tenir un engagement, donc de respecter un devis. Alors sur ce devis, généralement, je mets une marge de sécurité, aussi bien en matériaux qu'en temps, pour justement pouvoir tenir l'engagement que j'ai et présenter une bonne surprise au client en fin de chantier. Parce que généralement, je respecte mes délais. Ça m'est arrivé une fois peut-être
où j'ai eu dépassé, mais c'était plus lié à des facteurs extérieurs. Respecter le délai, donc ça veut dire qu'il faut s'adapter au chantier, il faut s'adapter aux personnes qui sont présentes. Il faut aussi anticiper certains soucis, donc comme je le disais, avoir des pièces de rechange si jamais il y a des casses, avoir du matériel électrique aussi, parce que des fois les compteurs, malgré les préconisations que je demande et les obligations, les compteurs ne sont pas toujours aux normes, il n'y a pas de prise de terre, enfin voilà, ça peut être des fois assez dangereux, et c'est pour ça aussi que, comme je le disais, je n'ai pas de salariés. On s'adapte à ce qu'a le client, aux matériaux qu'il a choisis et aux conditions qu'il nous impose, puisque bah, voilà, on arrive dans sa maison. Des fois, c'est tout plat, il y a rien au milieu des pièces. Et puis des fois, ils habitent dedans, donc il faut déplacer les meubles avant de commencer. Enfin voilà. Ou euh, les- le cache, le masquage est mal fait et il faut le reprendre. Enfin, il faut s'adapter. On a une obligation de résultat et pour ça, donc, il faut aller assez vite pour anticiper les problèmes qui pourraient apparaître. Donc, vérifier l'électricité, vérifier l'eau, les masquages, les outils. Il faut être à la fois réactif, il faut savoir s'adapter au contexte, s'adapter aux personnes, à leur capacité physique. Il faut aussi bien se préparer, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut vraiment le maximum échanger avec le client quand le client le veut bien ou quand il le souhaite, lui répondre, pas toujours sur le moment, mais il faut lui répondre un maximum pour qu'on arrive à obtenir une prestation que lui demandait et dans les conditions qu'il le demande, avec le résultat qu'il demande. Voilà pour ça. Alors du coup, je vous ai mis quelques photos. C'était un chantier qui lui aussi, je pense, va être visitable sur la commune de Sartilly. Sartilly, donc dans le sud-Manche. C'est un chantier un peu particulier. Je vous ai mis celui-ci parce qu'il est vraiment... il y a un petit peu de tout. Il y a de la terre, il y a de la chaux, il y a de la paille, il y a du chanvre. On a vraiment de tout. Alors, les deux premières photos, je vais juste expliquer les deux premières photos, si tu veux bien, Eva. Donc Oui, là, bien on était sûr. sur un enduit terre. Tout d'abord, c'était un bâtiment qui a été construit en paille. Et ce bâtiment-là a été fait par alors, des gens qui n'ont pas fait la formation ProPaille, mais qui sont des agriculteurs, des paysans. Et donc, ils ont voilà, une connaissance du bâti qui leur ont permis et qui leur ont donné envie de faire ça, un bâtiment en paille. Donc, ils ont fait appel à des charpentiers professionnels pour faire la charpente, mais par contre, tout le remplissage paille, ils l'ont fait eux-mêmes. Donc, c'était pas droit, c'était voilà, c'était compliqué. Ils ont fait venir du personnel, voilà, des bénévoles qui sont venus en chantier participatif aussi, donc qui n'avaient pas non plus les compétences. Donc, quand je suis arrivé sur le chantier, enfin, je l'ai visité une fois, effectivement, ça semblait droit. Et en fait, quand on s'est mis à le projeter, c'était plus tout à fait droit. Donc, on a commencé par faire un lait de terre, un gopti en quelque sorte, pour fixer les pailles, pour fixer le support derrière. Donc on a deux malaxeurs ici dans une grande cuve en inox qui fait à peu près 800 litres et on mouille de la terre, on fait un lait de terre ou une barbotine. Ça dépend comment on appelle ça. Et cette barbotine-là, ensuite, on va la mettre, donc la photo de droite, là, dans une machine. Donc ça, c'est la machine qui malaxe la terre ou la chaux. C'est une machine de plâtrier qui a été un petit peu adaptée. Donc on la baigne à travers un tamis, puisqu'on ne peut pas non plus avoir des trop grosses granulométries, parce que moi, ça reste une petite machine, donc on ne peut pas aller au-delà de 0,4 en termes de granulométrie. Donc on fait notre lait de chaux à gauche, et après, on le verse dans la machine. Et ensuite, on va voilà, le projeter donc sur le mur en paille. Donc ici, vous voyez, c'était des bottes de paille qui ont été serties, enfin qui ont été enclenchées entre deux pièces de bois. Ce qu'on voit, alors là, c'est moi qui suis en projection du fameux Gopti, et juste au-dessus, vous avez une fenêtre, voilà, qui a été cachetée. Alors là, un peu grossièrement, parce que là, on est vraiment sur un bâtiment agricole, donc on s'est pas trop cassé la tête pour tout ce qui était protection, sachant que c'est de la terre, voilà, c'est de la poussière, hein, ça redevient poussière. Donc on s'est dit qu'on pouvait éventuellement refaire, renettoyer sans trop de soucis, sans trop que ça apporte préjudice.
Et donc on a fait, alors je vous passe la phase de projection parce que du coup, une fois qu'on a eu ce gobe petite terre là que j'ai projeté, juste avant, Eva, s'il te plaît, si tu veux bien revenir, voilà. On a été obligé de, voilà, c'est juste la photo droite, vous voyez en fait la préparation de la terre. Donc ça, c'est un outil que je mets à disposition, c'est un trommel ou un tamis en quelque sorte, un tamis rotatif que je mets à disposition des clients pour qu'ils filtrent leur terre, parce que les terres sont pas toujours pures en argile. Et là, dans le cas présent, en plus, on était sur une terre limoneuse, limono-sableuse. Donc, c'était un gros challenge parce qu'il a fallu préparer des enduits qui vont tenir et ne pas craquer, ne pas fissurer sur un bâtiment un peu flexible. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir des clients généralement qui sont au point techniquement, qui sont intéressés, qui se posent des questions et avec lesquels on avance. Et là, c'était le cas, donc c'était très bien. On a pu faire quelque chose, voilà, on a pu faire un enduit projeté de limon. Très peu d'argile. On a ensuite, une fois qu'on a fait notre lait de terre, on est revenu faire un chaud chanvre par-dessus pour réaligner le mur. Donc au début, on s'est dit, bon, on va réaligner tout ça et on va faire 5 cm de terre-chanvre. En fait, non, on a plutôt mis à peu près 7,5, 8 de moyenne pour réaligner le mur. Et sur ce mur réaligné en terre-chanvre, après, on est venu projeter, donc là, c'est la photo de gauche, on est venu projeter un enduit qu'on a fait sur place, donc à base de terre donc la terre limoneuse, de la NaCl2 pour augmenter la résistance mécanique et la résistance à l'abrasion, parce que ça reste un bâtiment qui va être fréquenté par du public et qui va être utilisé comme un bâtiment agricole. Donc il fallait quand même qu'on ait une résistance mécanique suffisante. Et donc on a fait ce mélange-là. Donc terre, NaCl2 rebattu et avec du chanvre et qu'on a étalé. Alors là, moi, c'est l'outil principal que j'utilise, c'est-à-dire que quand je suis en prestation, je projette là, on est en finition, hein, je parle bien de la finition. Je projette et aussitôt derrière, je dresse avec une grande lisseuse en frais pour que voilà, le matériau soit encore assez souple. Je dresse le gros et ensuite on va venir lisser, on va venir ferrer avec un matériau, un ustensile plus petit pour obtenir le lissage qu'on a, vous voyez, un peu la brillance là, de ce qu'on a sur le quart du bâtiment. Et puis voilà, bah, une photo, cette photo-là pour aussi bien montrer que voilà, les chantiers que je fais, c'est avant tout des chantiers familiaux, des chantiers participatifs. Alors des chantiers, quand on dit c'est le chantier, c'est vraiment le chantier, c'est-à-dire que généralement en fin de journée, on est un peu cracra, surtout en terre. En chaud, on essaie de pas s'en mettre trop sur les mains pour pas se brûler, mais en terre, ça peut être vraiment, voilà, on peut être repeint des pieds à la tête, enfin, surtout moi. Je crois que Merci j'ai fait le beaucoup, tour. Guillaume. Eh ben, J'ai essayé génial, de faire waouh, j'ai essayé de tout condenser, hein. super, merci beaucoup, Guillaume. C'était hyper intéressant. Ça a suscité des questions là dans la conversation, donc je vais pouvoir te les dicter peut-être. Oui, avec plaisir. Alors, on a Pauline qui demande, peut-on mettre du chaux-chanvre ou du terre-chanvre projeté en soubassement de mur sur une maison pierre et masse, avec risque de remontée capillaire? Alors, le chaud-champ peut aller absolument partout. On peut le mettre en forme isolante, c'est-à-dire en dalle, enfin en plancher. On peut le mettre sur les murs, on peut le mettre dans la couverture. C'est un matériau qui est extraordinaire en couverture parce que il a un pouvoir de déphasage qui est extraordinaire et une praticité de mise en œuvre qui est. Alors, on parle bien de praticité de mise en œuvre quand on fait quand on refait la couverture ou quand on la défait pour la refaire ou sur une couverture neuve. Sinon, c'est trop onéreux de défaire une couverture qui est déjà bonne pour remettre un isolant dedans. Mais pour répondre à la question, donc il peut aller partout, mais souvent l'amalgame qui est fait, c'est de se dire bah, le chaud chanvre, ça règle les problèmes d'humidité. Ça, c'est absolument faux. Ça ne règle pas un problème d'humidité structurelle dans une maison. Une remontée capillaire, par exemple une dalle béton qui a pas été cassée, et l'humidité va migrer vers les murs, remonter, et on va avoir des désordres qui vont se créer. Alors, c'est pas des désordres mécaniques, sauf en terre chambre où ça peut être mécanique, puisqu'effectivement, si on mouille de la terre, eh ben, elle redevient glaiseuse et les micro-organismes vont consommer la chaîne VOT, donc grosso modo, on va revenir à du fumier.
mais en chaud-chambre, ça va pas détériorer, ça va le détériorer à long terme. Ça va pas le détériorer tout de suite parce qu'on peut. Moi, j'ai vu certains chantiers, des poses de fenêtres ou de portes mal faites et ça a mouillé et ça n'a pas détérioré l'enduit ni même taché. Mais par contre, voilà, il faut régler un problème d'humidité en amont. Donc, dans le cas d'une remontée capillaire par les murs, souvent c'est un hérisson ventilé en intérieur de la maison et éventuellement aussi casser tout ce qui va être bitume, béton, terrasse autour de la maison qui empêche en fait l'humidité de passer à travers le sol et qui va donc tout migrer vers les murs et dans ce cas-là c'est des désordres. Donc il m'est arrivé de refuser un chantier où pour moi le nécessaire n'avait pas été fait pour stopper ou pour contrecarrer ces problèmes d'infiltration ou de remontée d'eau ou d'humidité latente. Donc voilà, un chaud-chanvre, mais il n'y a pas que le chaud-chanvre, hein. Tous les matériaux végétaux, il faut que les problèmes d'humidité de la maison soient réglés en amont. Autre question, on a Grégory qui demande quelle garantie assurantielle accompagne la prestation fournie aux particuliers? Aucune! Oui, parce La que réponse est finalement, simple. Non, 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 je vais développer un petit peu. Le chaud-chanvre, en fait, est soumis à ce qu'on appelle des couples validés. C'est-à-dire que si on voulait appeler son assureur en disant, voilà, je vais faire une maison, je la restaure en chaud-chanvre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être absolument dans les clous, être sûr que si un jour j'ai un problème, vous ne veniez pas me taper sur les doigts parce que si, parce que ça. La filière chaud-chanvre a donc créé ce qu'on appelle des couples validés, c'est-à-dire qu'un fournisseur de chaux va s'allier avec un fournisseur de chanvre, ils vont faire des essais sur tel ou tel type de chaux avec tel ou tel type de chaîne vote et ils vont valider voilà, le lambda, la tenue au feu, etc. Il faut, la tenue au feu, pas sûr, mais le lambda, ça c'est sûr, donc la performance technique du matériau. Mais dans le cadre, et c'est pour ça aussi que je le pratique comme ça, dans le cadre de ce que je fais moi, souvent c'est le client qui choisit les matériaux. Et donc, dans 80% des cas, les couples ne sont pas validés. C'est-à-dire que, grosso modo, le couple n'a pas été testé en laboratoire, etc. La Terre, on n'en parle même pas, parce que la Terre, pour l'instant, c'est mhm. le flou total. Donc, pour l'instant, à chaque fois qu'un client me demande est-ce que vous avez une garantie décennale, etc., sur la durabilité du matériel, etc., j'ai écouté, moi, c'est très simple. Si le matériau tient au mur les 30 premières minutes, on en recose dans 20 ans, mais je pense que le matériau sera toujours là quand je reviendrai. Et c'est même que alors, les 30 premières minutes, c'est en terre, hein, parce que la terre, c'est encore particulier, mais j'ai jamais eu de cas, et même en parlant avec des collègues, de murs qui se sont décollés ou et éventuellement, si on envisageait ce genre de phénomène, c'est soit qu'il y a un problème structurel de mur derrière, c'est-à-dire que c'est le mur, le support qui tient le chaud-champ qui n'est pas forcément adapté, ou si 10 centimètres, on va dire, d'un mur tombé du mur, c'est le cas de le dire, sur, je sais pas moi, une télé ou dans une pièce, c'est un matériau qui est très léger, donc il n'y aura pas de dégâts humains, il y aura que du dégât matériel, donc une télé écrasée. Bon, s'il y a un vase de Chine à 100 000 euros, là, forcément, on peut se poser la question, mais pour le reste, non. Voilà. L'assurabilité, moi, je ne la demande pas parce qu'en fait, même si je la demandais, je ne pourrais pas la garantir étant donné que je choisis des matériaux. Enfin, je choisis. Étant donné que tous les matériaux qu'on me donne à faire sont, dans la plupart du temps, hors des couples validés, donc hors des règles professionnelles. Ok, très bien. Il y a une dernière question là qui vient d'arriver. Après, il va falloir qu'on clôture parce qu'on a déjà débordé un peu sur le temps. Moi, je peux Pauline qui tenir encore une heure comme demande, ça. je me doute, oui. Il y a Pauline qui demande quelle est la meilleure solution à mettre en œuvre au-dessus du hérisson ventilé pour limiter les remontées capillaires avant la mise en œuvre du chaud-chambre. Alors là, Ah, si je comprends la question, Pauline, c'est plutôt un revêtement type quel type de dalle, non? Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, sauf je, si toi, Guillaume, tu je sens de répondre. pense, si j'ai bien compris, c'était le matériau du. Alors, on va y aller par étapes. Le matériau du hérisson ventilé, donc c'est le principe d'un hérisson ventilé, c'est de faire en sorte que de l'air circule sous la dalle. Donc, on va mettre du gros caillou
en limitant au maximum les petits, on veut casser la capillarité, donc on veut éviter que l'eau n'aille de pierre en pierre et remonte jusqu'à la dalle. Mais par contre, il y aura toujours de l'eau sous forme de vapeur, donc on veut évacuer cette eau-là par un drain périphérique qui va évacuer donc l'humidité qui pourrait toucher les murs. Elle va l'évacuer à travers ce drain, à travers ce tuyau à l'extérieur. Et pour faire par-dessus ce gros caillou, pour éviter justement de remettre du petit caillou, de remettre des petits grains à travers les gros cailloux qui recréeraient à nouveau de la capillarité, on va mettre par exemple un film géotextile ou un HPV pour permettre à l'eau de passer à travers la dalle, pour peu qu'il en reste, la vapeur d'eau voilà, qu'elle ne soit pas enfermée sous la dalle. Et donc, ça peut être voilà, un géotextile ou un film HPV qui peut faire office comment dire, de barrière au moment de la mise en œuvre, éviter que le chaud chanvre n'aille trop loin dans le hérisson ventilé. Ok, super. Bon, j'espère que ça répond aux questions. J'ai l'impression quand même. Et ben encore un grand merci, Guillaume, pour De ta rien, disponibilité. Et puis, bah, au plaisir de rééchanger à travers d'autres événements. Pour ceux qui se sont inscrits, voilà, et qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, il y aura le replay disponible sur YouTube. Voilà. Et ben très bien. écoutez, bonne journée à tout le monde et puis à bientôt. Merci encore, Merci à Guillaume. vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.